Bienvenue à cette on me voit, je suis sur le côté ici, à cette conférence festivale du CIRIAS sur le mouvement des fermiers en 2021-2022. Conférence, on a l'honneur d'avoir avec nous Christine Moliner, qui est professeure au Jindal Global University en banlieue de Delhi. Et si je peux me permettre de dire quelques mots à votre sujet, ces travaux d'anthropologie sociale portent sur le Punjab et les Sikhs, tout particulièrement leur dynamique migratoire et leurs pratiques transnationales. Christine s'intéresse au coût humain et social des politiques migratoires européennes qui criminalisent les migrations non qualifiées et aussi aux conséquences du statut minoritaire des Sikhs en Inde et en contexte migratoire sur le processus de construction identitaire. Alors, la présentation aujourd'hui est d'à peu près 40 minutes. Par la suite, on va avoir une période d'échange d'une vingtaine de minutes. C'est bon? Alors, Christine, je vous laisse la parole si vous nous donnez simplement un petit instant pour partager l'écran. Merci, Mathieu. Et merci beaucoup pour l'invitation. Première visite pour moi au Montréal et au Canada. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager ce travail qui m'a occupée pendant 2 ans. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est issu d'une enquête de terrain que j'ai menée sur 2 campements paysans, les campements de Singhu et de Tikli Border. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure pour que vous ayez une idée plus précise de là où ça se situe. Donc, un travail de terrain, une enquête de terrain que j'ai menée sur ces 2 campements. Puis, une fois le mouvement terminé dans des villages du sud du Punjab, et donc, à partir de cette enquête de terrain et des données que j'ai pu récolter, je vais discuter aujourd'hui du rôle joué par le référent religieux dans ce qui a été un mouvement social majeur qui s'est déroulé donc en Inde de novembre 2020 à novembre 2021. Mouvement des paysans indiens en français. Le terme qu'on utilisait le plus en Inde, c'était celui de Kisan Andolan. Donc, Kisan, c'est paysan, fermier. Andolan, c'est mouvement, mobilisation. Et donc, pendant un an, novembre 2020, novembre 2021, des centaines de milliers, voire des millions au temps fort du mouvement, donc des centaines de milliers, voire des millions d'agriculteurs indiens se sont mobilisés, principalement dans le nord du pays, contre 3 lois qui visaient à déréguler le secteur agricole et à le livrer aux multinationales de l'agroalimentaire. Je vous dirai un peu plus sur ces lois dans quelques minutes. Et devant cette mobilisation sans précédent, qui a aussi connu une dimension transnationale, puisqu'elle a bénéficié du soutien de la diaspora sikh et notamment des Sikhs du Canada, le gouvernement indien a fini par abroger ces lois en décembre 2021. Tu peux peut-être passer à la diapo suivante. Alors, comme Mathieu a bien voulu présenter rapidement tout à l'heure mes questionnements de recherche, vous devez vous demander pourquoi je me suis intéressée, moi qui ne suis pas du tout spécialiste de la question agraire, ni des mouvements sociaux, je suis anthropologue spécialiste plutôt de la question religieuse. Pourquoi je me suis intéressée à cette mobilisation? Eh bien, à cause du rôle majeur joué par les Sikhs et par le sikhisme comme instrument de mobilisation et source d'inspiration pour les manifestants. Et c'est donc ce qui fera l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Je vous parlerai aussi, si j'en ai le temps, à la fin, du rôle important joué par les syndicats paysans, qui sont eux, enfin, qui se positionnaient plutôt à gauche et la gauche marxiste. Donc, la contribution des syndicats paysans
au succès de la mobilisation. Cette contribution s'est avérée cruciale. Et j'espère aussi terminer sur une discussion rapide de la synthèse très originale qui s'est opérée dans le mouvement entre sikhisme et marxisme. Et tout ça a eu lieu aux portes de Delhi pendant un an, 2020-2021. Donc, je pense que tu peux passer voilà, quelques photos un petit peu pour vous donner la tonalité de ma présentation. Et en quelques mots, je vais vous parler très rapidement des Sikhs et du sikhisme. Donc là, vous voyez essentiellement des Sikhs qui portent le turban sur ces deux photos. Introduction très succincte au sikhisme. Donc le terme de Sikh, proprement dit, signifie disciple. Donc les Sikhs sont les disciples d'une lignée de 10 gourous. Le premier, Guru Nanak, qui est le gourou du titre de ma présentation, le premier qui a vécu de la moitié du 15e siècle à la moitié du 16e siècle, c'est pour le premier gourou, une lignée de 10 gourous, du premier, Guru Nanak, au 10e, Guru Gobind Singh, qui est mort au début du 18e siècle. Donc, ce sikhisme des origines, créé par le premier gourou, est en fait issu de la bhakti. La bhakti est ce courant dévotionnel de l'hindouisme. Mais le sikhisme, de ses origines inscrites dans l'hindouisme, a évolué au fil des siècles pour former un groupe religieux et ethnique séparé, avec ses propres institutions, ses propres pratiques religieuses, ses symboles extérieurs dans le plus visible et le plus connu, et bien sûr le turban pour les hommes, une mémoire collective et des aspirations politiques. Donc les Sikhs sont majoritaires au Punjab, mais ils ne représentent qu'une infime minorité de la population indienne, à peine 2%, et ils sont surreprésentés dans la diaspora, où ils représentent 10% de ces NRI, donc ces Non-Resident Indians. Les Sikhs ont aussi une longue tradition migratoire qui commence avec la colonisation britannique et leur enrôlement dans l'armée coloniale, qui va les envoyer à partir de la fin du 19e siècle en Asie du Sud-Est ou en Afrique de l'Est. Alors pourquoi, me demanderez-vous, une telle prééminence des Sikhs dans ce mouvement de protestation? C'est en fait parce que le mouvement est né au Punjab. Je vous en rappellerai brièvement l'émergence. Donc c'est un mouvement qui est né du Punjab avant que les paysans punjabis ne soient rejoints par ceux des États voisins d'Haryana et de la partie occidentale de l'Uttar Pradesh. Et pourquoi les Punjabis, et parmi eux les Sikhs en particulier, se sont mobilisés? Il y a plusieurs hypothèses et plusieurs explications là-dessus. Une des principales, c'est parce que le Punjab et l'Haryana sont encore les deux États de l'Inde qui bénéficient d'un prix minimum garanti. Donc, je vous expliquerai dans quelques minutes de quoi il s'agit, qui apporte des ressources minimales, qui garantissent des ressources minimales aux agriculteurs. Donc, on peut dire que les agriculteurs de Punjab, d'Haryana et de la partie occidentale de l'Uttar Pradesh ont des ressources financières et organisationnelles, notamment à travers l'emprise des syndicats paysans, qui leur ont permis de s'investir et d'être les figures de proue de ce mouvement dont je vais parler. Je pense aller la diapo numéro 4. Donc, très rapidement, ce mouvement, son inscription géographique, qu'est-ce qui l'a déclenché? Donc, le pourquoi de ce mouvement, tout d'abord, c'est 3 lois qui, en fait, avant d'être votées très rapidement et sans discussion en septembre 2020 au Parlement indien, ont d'abord été des ordonnances. Donc, elles ont été prises en pleine pandémie, en juin 2020, par le gouvernement.
en pleine vague de Covid. Et elles ont donc été adoptées sans discussion en septembre de la même année. Alors, en termes très simples, et de toute façon, je ne suis pas du tout spécialiste des questions agraires, mais je peux quand même vous donner une idée de quoi il retournait, quel était le but de ces lois. Donc, ces lois visaient à déréguler l'achat, la production et le stockage des denrées agricoles dans un secteur, le secteur agricole, donc, qui est encore très fortement régulé et encadré par l'État. En tout cas, dans les États de l'Inde, où le système mis en place par l'État nérouvien est encore respecté. Donc, ces lois envisageaient de viser à revenir sur cette régulation et ce contrôle étatique du secteur agricole. Et un des piliers de cette régulation étatique, c'est le mandi. Donc, mandi, c'est le marché de gros, qui sont contrôlés par chaque État de la Fédération indienne. Et donc, c'est au mandi, au marché, que les paysans vendent leurs récoltes, ou donc, au sein de ce mandi, où ils bénéficient d'un prix minimum de rachat. Alors, ce MSP, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi la presse internationale vers ce mouvement, MSP, Minimum Support Price, donc prix minimum de rachat, qui ne s'applique qu'aux denrées considérées comme essentielles, à savoir, pour ce qui est du Punjab et de l'Haryana, le blé et le riz. Et ce MSP, c'était un des éléments essentiels pour lesquels se sont battus les paysans, parce que ça leur, comme son nom l'indique, ça leur assure un revenu minimum garanti. Par ailleurs, le mandi, donc le marché jouait un rôle, le marché de gros joue un rôle, puisque les lois ont été abrogées, je devrais dire qu'il joue toujours un rôle très important dans l'économie rurale des États où il est encore, où il n'a pas encore été abrogé, puisque les revenus qui sont générés par l'activité de ces mandis, de ces marchés, permettent de financer un système de redistribution alimentaire à prix subventionné. Et ce système de redistribution alimentaire, on appelle Public Distribution System, PDS, bénéficie essentiellement aux populations les plus pauvres. Donc, au-delà des agriculteurs, les populations les plus pauvres auraient elles aussi été durement touchées par l'abrogation des mandis et de tout le système de régulation étatique. Donc, la réforme qui avait été envisagée par le gouvernement indien, par le BJP, devait mettre un terme à ce système. Elle devait mettre en place un nouvel espace d'échange complètement extérieur aux mandis. Donc, les mandis n'auraient pas été supprimés, mais ils auraient été contournés. Et un nouvel espace d'échange devait être mis en place, extérieur aux mandis, détaxé. Et dans ce nouvel espace d'échange, les paysans, les agriculteurs auraient dû négocier directement avec les acheteurs de l'agro-business. L'agriculture sous contrat entre ces mêmes paysans et des groupes privés, agriculture sous contrat qui est déjà pratiquée dans certains États de l'Inde depuis le début des années 2000. Donc ce modèle-là se serait généralisé, puisque une fois que vous supprimez le MSP, une fois que vous fermez les mandis, les paysans n'auraient donc plus d'autre choix pour vendre leur récolte que de rentrer dans une relation contractuelle avec ces acheteurs privés, auxquels ils auraient dû emprunter d'importantes sommes d'argent. Donc ces emprunts avaient lieu, l'agriculture et les agriculteurs indiens ne vivent et ne survivent que sur la base d'emprunts. Mais ces emprunts sont régulés et en fait, ils les contractent auprès d'Artia, qui sont des intermédiaires, et tout ça est encadré au sein des mandis. Donc, ce système d'endettement structurel des agriculteurs n'aurait fait que prendre davantage d'ampleur.
Et le risque, c'était pour les agriculteurs de se retrouver piégés dans un cycle infernal d'une dette impossible à rembourser, ce qui se serait traduit, selon les opposants à ces lois, ce qui se serait traduit par les plus fragiles d'entre eux, en tout cas, par une perte de leurs terres au profit de leurs créanciers. Et donc, cette peur d'une perte de la terre a été un des moteurs principaux de la mobilisation. Donc, la mobilisation démarre à l'été 2020, quand il ne s'agit encore que d'ordonnances. Elle gagne en ampleur quand les ordonnances deviennent des lois, en septembre 2020. Face à l'absence de réaction du gouvernement indien, les principaux syndicats paysans du Punjab lancent en fin novembre la Delhi Chalo March, donc la marche vers Delhi. Les manifestants qui viennent à ce moment-là essentiellement du Punjab sont interceptés par la police aux portes de Delhi, et c'est là qu'ils vont s'installer et créer 3 campements où des centaines de milliers de paysans vont vivre dans leurs trolleys, dans leurs remorques pendant 1 an. Et là, Mathieu, si tu veux. Ah ben non, on est sur la bonne diapo, puisque vous voyez une carte. Alors, vous voyez ou pas très bien parce que c'est un peu difficile à lire. Vous voyez une carte des 3 principaux campements. Donc là, vous voyez en rouge foncé, Singhu Border. Je suppose que vous voyez, si tu peux montrer sur la carte. Voilà, au nord, au nord-est de Delhi, nord-ouest de Delhi, Singhu Border. À l'ouest de Delhi, Tikri Border, et à l'est, Ghazipur. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, je n'ai enquêté que 2 de ces 3 principaux campements, celui de Tikri et celui de Singhu. Donc, j'en viens maintenant à ce qui fait un peu le propos, le propos de ma présentation d'aujourd'hui, à savoir comment la religion a constitué une ressource essentielle pour ce mouvement. Et je commencerai par brièvement vous parler du rôle joué par les institutions sikhes. Alors, un rôle à la fois au niveau matériel, au niveau logistique et au niveau plus spirituel ou éthique, si on veut le dire comme ça. Donc, on peut vraiment dire, parmi les institutions sikhes dont je vais parler, il y en a une qui se détache, c'est le Gurdwara, qui est le lieu de culte chez les Sikhs. On peut même dire qu'en fait, le mouvement a été lancé, donc la marche sur Delhi a été lancée depuis les Gurdwaras, les lieux de culte que possède chaque village au Punjab, puisqu'en fait, c'est depuis le Gurdwara du village que les manifestants se sont rassemblés à l'appel des organisations syndicales, se sont rassemblés fin novembre pour dire l'Ardas. Donc l'Ardas, je vous ai mis un petit glossaire au bas de cette diapo. L'Ardas, c'est en fait une prière collective que disent les Sikhs au quotidien, mais aussi avant de commencer quelque chose d'important. Et c'est un texte très intéressant, l'Ardas, parce que ça rappelle aux Sikhs les sacrifices, les luttes, les héros du passé, et c'est aussi une espèce de texte qui énonce ce que c'est que l'identité sikh. Donc c'est vraiment un moment important, et c'est ce qui a symboliquement marqué un peu le début de la marche vers Delhi. Et ces mêmes Gurdwaras, donc ces mêmes lieux de culte dans les villages du Punjab, ont continué à jouer un rôle important, puisque c'est en général depuis le haut-parleur du Gurdwara que des appels étaient régulièrement lancés appelant les villageois à contribuer sous forme de dons en nature ou en argent au mouvement, puisque c'est en fait les villages qui ont été les viviers du mouvement.
Et outre le Gurdwara, autre institution qui a joué un rôle important en fournissant un soutien matériel et logistique, c'est par exemple le SGPC, qui est en général présenté comme le Parlement sikh. Le SGPC gère les principaux Gurdwaras du Punjab. Une autre institution qui a joué un rôle prééminent, c'est l'équivalent du SGPC, mais pour Delhi, donc c'est le DGLC, qui est l'organisation qui gère les Gurdwaras de Delhi, et il y en a beaucoup à Delhi suite à la partition et au mouvement des réfugiés de Punjab occidental vers le Punjab oriental et vers Delhi. Donc le SGPC et son équivalent à Delhi ont dépêché des bénévoles dès les premières heures, en fait, dès que les premiers agriculteurs sont arrivés au port de Delhi. Ces deux institutions ont dépêché des bénévoles pour servir le langar. Le langar est cette distribution de nourriture dont je vais vous parler tout à l'heure, pour servir le langar aux manifestants dès qu'ils ont atteint donc les portes de Delhi, avant que s'installent et s'organisent les campements. Autres institutions qui ont joué un rôle important, ce sont ces ONG confessionnelles, donc des ONG sikhs, dont la plus visible et la plus active était sans doute Khalsa Aid, qui est une très grosse ONG confessionnelle qui a été créée en 99 par un sikh britannique, et qui donc apporte de l'aide humanitaire dans un nombre assez important de pays touchés par des conflits, par des catastrophes climatiques, etc. Et donc, Khalsa Aid a envoyé des dizaines de bénévoles, de ces bénévoles de Delhi, sur les campements. Donc, si tu veux montrer la diapo suivante, les deux diapos suivantes, en fait. Non, juste celle-là. Vous voyez, par exemple, des réservoirs d'eau installés par Khalsa Aid. Et l'approvisionnement en eau était évidemment en eau potable était un des défis majeurs auxquels étaient confrontés les organisateurs sur des campements qui, je vous ai dit, au pic de la mobilisation, pouvaient accueillir des centaines de milliers de personnes. Et au-delà de ces institutions très établies et de ces ONG importantes et globales comme Khalsa Aid, vous aviez aussi une myriade de beaucoup plus petites organisations et collectifs qui ont apporté leur aide, notamment, tu peux montrer la diapo suivante s'il te plaît, en installant des medical camps, mais aussi des tentes pour les femmes, pour héberger les femmes, des toilettes, en distribuant des kits d'hygiène. Donc voilà, ça c'était au fur et à mesure que les campements s'installer dans la durée, s'organiser, apporter des services médicaux, d'hygiène et autres aux manifestants. Outre, bien sûr, cette aide matérielle et logistique apportée par ces organisations et institutions sikhes, il faut mentionner l'appui, notamment financier, apporté par les NRIs, les Non-Resident Indians, notamment les Sikhs du Punjab. J'en viens maintenant à une institution et une pratique religieuse, socio-religieuse, qui a, de l'aveu des participants que j'ai interrogés, joué un rôle vraiment central dans le mouvement, qui a même assuré la pérennité de ce mouvement, selon eux, c'est le langar, donc on traduit mal en français par réfectoire. Quelques mots sur cette institution et cette pratique socio-religieuse. Donc, c'est une institution que le 5e gourou des Sikhs a emprunté à l'islam soufi et qu'il instaure à la fin du XVIe siècle pour lutter contre la pratique de l'intouchabilité, puisque le langar implique de fait que la nourriture soit préparée en commun et servie à tous, sans considération de caste, de classe sociale ou d'appartenance religieuse. Donc, le langar est en général présenté comme une institution et une pratique socio-religieuse qui permet d'imposer la commensalité, donc le fait de manger ensemble, pour lutter contre les tabous liés à la caste.
et à la touchabilité. Le Langar, c'est aussi une des principales formes que prend le SEVA, une autre pierre angulaire du sikhisme. Donc le SEVA, qu'on traduit par service désintéressé, il joue vraiment un rôle très important aussi bien dans la doctrine que dans la pratique sikh contemporaine, en particulier au sein de la diaspora. Et donc, Mathieu, si tu veux bien montrer les diapos, voilà. Il y a 2 diapos, celle-ci et la suivante. Non, on va venir à la précédente. Donc, sur ces 2 diapos, vous voyez les 2 types de langages qu'on rencontrait sur les campements, ce que j'ai appelé par défaut, que je ne sais pas très bien comment les qualifier. Ça, c'est un petit langage, voilà, qui était géré, en fait, je vais expliquer ce que ça veut dire. Chaque petit langage était géré de manière autonome par un groupe de paysans venant d'un même village. Là, vous voyez par exemple deux villageois, 2 paysans qui sont issus du même village et qui viennent de pétrir, ils ont fini de pétrir la pâte pour faire des chapatis. Donc, ils vont, et tandis que le tawa est en train de chauffer, là, donc ils vont se mettre à faire cuire les chapatis pour le groupe de villageois, une dizaine de villageois, si je me souviens bien, dont ils font partie, sachant que les provisions qu'ils utilisent pour leur consommation quotidienne viennent de leur village. Et si on regarde la photo suivante, ça c'est un grand langal où tout un chacun pouvait manger, donc non seulement bien sûr les manifestants, les paysans, mais aussi les soutiens, les supporters qui venaient régulièrement de Delhi et du Punjab, ainsi que d'ailleurs en Inde. Mais aussi, et c'est là que le langar a joué un rôle à un moment extrêmement critique pour les plus pauvres en Inde et les plus vulnérables, le langar s'adressait, les grands langars s'adressaient aussi à la population locale. Et quelle est cette population locale dans les campements de Tikli et de Singhu que j'ai donc fréquenté? Il s'agit essentiellement d'une population d'ouvriers qui, avant le Covid, travaillaient dans toute une série de petites usines. Ce sont en fait des zones d'implantation de petites usines où le travail est très précaire, mais qui emploie une population essentiellement migrante, donc de migrants internes. Et ces migrants internes, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas rentrés, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épopée de ces migrants internes quand ils ont voulu rentrer chez eux au moment du premier confinement en mars, avril, mai 2020. Donc ceux qui ne sont pas rentrés chez eux, qui sont restés sur place, et puis aussi la population locale, se sont trouvés très durement touchés par le Covid. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés au chômage quand leurs usines ont fermé. Et donc, le mouvement, le Landolan, le Kisan Andolan et le Langar, qui ont été créés à cette occasion, ont vraiment permis d'assurer la survie de ces familles d'ouvriers, de travailleurs migrants et de très précaires localement. À un niveau logistique, mais au-delà du logistique aussi symbolique, le langar a servi de colonne vertébrale du mouvement parce que, en fait, c'est à travers le langar et c'est pour assurer en fait l'approvisionnement des langars, qu'une chaîne d'approvisionnement très efficace s'est mise en place entre les différents langars des campements au port de Delhi et les villages du Punjab et de l'Haryana. Il ne faut pas oublier que 2 des 3 campements, donc Tikli et Singhu, étaient situés en Haryana. Et donc, une chaîne d'approvisionnement et de solidarité s'est mise en place entre les campements et les villages qui, en fait, ont envoyé des renforts humains et des vivres pendant toute la durée de la mobilisation.
Au-delà de ces aspects un peu d'ordre matériel, logistique, il y a aussi une dimension symbolique, puisque j'en viens à ces dimensions symboliques et même politiques. Le langage a permis de resituer la question de la nourriture, la production de nourriture, de l'agriculture et de la consommation de nourriture au centre d'un mouvement qui était un mouvement paysan. Et sur un plan plus politique aussi, et ça on le retrouve dans un extrait d'entretien avec une étudiante venue de Chandigarh pour, dès les premiers jours du mouvement, soutenir les paysans. Donc, si tu peux aller... Voilà. À un niveau plus politique, cette activiste étudiante de Chandigarh, donc de Punjab University, qui se définissait comme très peu liée à la terre, elle est d'origine urbaine, mais elle insistait sur la dimension transformative du langage, donc de préparer la nourriture, de cuisiner ensemble, de servir et de manger ensemble. Et donc, elle m'expliquait, si je vous lis rapidement cet extrait d'entretien, elle m'expliquait que c'était la première fois de sa vie. Donc, elle-même n'est pas sikh, elle est hindoue. Elle m'expliquait que c'est la première fois de sa vie qu'elle faisait du seva, donc de ce service désintéressé, et qu'elle servait le lingala. Elle m'explique donc que pour elle, servir le lingala aux paysans était un acte politique. C'était une manière, de la part de ces mêmes paysans, de nous faire partie intégrante du mouvement, nous, les gens de la ville. Et c'est en cuisinant, en servant et en mangeant tous ensemble que le mouvement est resté uni. Un paysan, un agriculteur d'Ambala qui a donc le nord de l'Haryana qui a été responsable pendant toute une année, qui a mis complètement sa vie familiale et son activité de paysan entre parenthèses pendant un an pour s'occuper d'un des principaux langages de Singhu Border, me disait en des termes différents, me disait la même chose. Il me disait qu'en fait, c'est à travers le langage qu'ils ont construit des liens très forts dans ce mouvement et ils ont créé une communauté qui a perduré au-delà de la mobilisation. J'en viens maintenant à, on peut remonter, voilà, non, à cette slide, à cette diapo, c'est la diapo, attends, je me trompe le numéro. La diapo 5, voilà, oui, tout à fait, la religion comme ressource. Où je vais vous expliquer, je vais essayer d'accélérer un petit peu, je vais vous expliquer comment le référent religieux, donc en l'occurrence le sikhisme, a fourni un ensemble de valeurs morales, de normes éthiques, un système de sens qui était perçu comme menacé par les lois, comment le sikhisme a apporté ce système de sens aux manifestants et aux mouvements. Donc, avant de vous expliquer tout ça, je dois d'abord vous dire très rapidement quelles étaient ces valeurs et ces normes morales et éthiques, ce système de sens que les manifestants percevaient comme menacé par la réforme. En commençant tout d'abord par vous expliquer que chez les Sikhs, le travail manuel, et c'est quand même en contraste marqué avec l'hindouisme, le travail manuel et en particulier le travail de la terre est très valorisé. Il a presque un sens, il prend presque un sens sacré. Il est très valorisé, notamment par le premier gourou, et ça c'est en contraste marqué avec l'hindouisme, où ce même travail manuel, dans le système des castes, est considéré comme rituellement impur. Donc, je vais passer un certain nombre de choses, voilà, je te dirais. Donc, deuxième aspect central de cet univers de sens, c'est le fait qu'a apporté le sikhisme au mouvement, c'est le fait que cette mobilisation était perçue comme une lutte pour la survie de la part des paysans. Il y a une expression qui revenait sans cesse, c'était celle de, en punjabi,
Hand Liederei, donc lutte pour l'existence chez les manifestants, pour lesquels la réforme représentait une attaque frontale. Donc il y a une autre image qu'ils utilisaient, c'était celle de slow poison, donc cette réforme était un poison. Et donc, une attaque frontale, la réforme représentait une attaque frontale contre Zemin, donc la terre, et plus exactement la propriété de la terre, à laquelle ces paysans sont attachés par un lien quasi sacré, mais aussi une attaque frontale contre Zamir, qu'on peut traduire par conscience, comme système de valeurs. Donc Zamir et Dharam, qu'on traduit pas très bien comme religion, parce qu'en fait c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un ensemble de valeurs et de normes éthiques. Et au-delà, la réforme était perçue comme une attaque contre un mode de vie. Mode de vie qui est basé sur l'agriculture. Donc, Zemir, la conscience, et Dharam, la religion, qui forment un ensemble de normes éthiques et de valeurs morales, qui permettent de définir à tout un chacun ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est respectable, était perçu donc comme en danger, comme même violé par ces lois, qui du coup devenaient immorales, ces lois devenaient immorales et criminelles, sans compter qu'elles étaient imposées par un pouvoir autoritaire, ce qui fait que quand vous projetez ou quand vous comprenez comme ça une législation, une réforme politique, s'opposer à ces réformes devient un devoir, une obligation morale, un acte de responsabilité. Et c'est là qu'intervient un autre terme vernaculaire, celui de dimedari, qui se traduit par sens des responsabilités ou acte de responsabilité. Et cette notion de dimedari, on la retrouve très très présente chez les manifestants et à plusieurs niveaux. Il y a un sens de responsabilité à l'égard des vivants, donc leur famille, leur village, leur communauté, leur région, le Punjab, mais le pays aussi tout entier. Et je reviendrai à travers un extrait d'entretien sur leur sens de responsabilité particulier à l'égard des jeunes, de la jeune génération. Mais aussi responsabilité à l'égard des morts, des martyrs, les martyrs et les héros du passé, ainsi que ceux du présent, puisque le mouvement a produit, si je puis dire, ses propres martyrs. En effet, plus de 700 manifestants sont morts pendant le mouvement, notamment des vieux paysans, de crise cardiaque, ils sont morts à cause des intempéries ou d'accidents de la route. Et donc, vous avez, si tu peux aller, Mathieu, à la diapo 13, vous avez par exemple des posters qui mettent justement ou qui rendent hommage, donc le poster de gauche rend hommage aux martyrs paysans. Shahid Kisan Divas, c'est le jour, c'est un hommage qui a été décrété pour les martyrs du mouvement. Et à droite, les martyrs du passé, donc ça c'est les martyrs de l'histoire sikh. Et ce parallèle était constamment présent dans la culture visuelle du mouvement, mais aussi dans les discours et comme source d'inspiration des paysans. Je voudrais revenir rapidement, si j'ai le temps, à un extrait d'entretien. Enfin, c'est pas un extrait d'entretien, je vais te dire le numéro de la diapositive. Diapositive numéro 12. C'est en fait la traduction d'un discours qui a été prononcé, discours très très éloquent, qui a soulevé l'enthousiasme des participants.
c'était à la toute fin du mouvement, en fait, c'était un discours qui a été prononcé pour célébrer la victoire. Le jour ou 2 jours après que le gouvernement et le Premier ministre, Modi, ait annoncé le retrait des lois, l'abrogation des lois. Donc, un discours prononcé par une artiste punjabi, Satinder Sati, qui est assez connue. Elle est aussi présentatrice télé. Et donc, elle célèbre la victoire du mouvement, la victoire des paysans et l'abrogation des lois. Et j'ai traduit un extrait que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport, pour illustrer ce sentiment de responsabilité des participants, des paysans et du mouvement en général à l'égard des jeunes, puisqu'elle dit, auparavant, nos enfants avaient l'habitude de dire « Allume la télé, on va regarder Spider-Man ». Ce mouvement nous a appris une chose. Ce qu'il faut leur raconter, c'est qu'il faut leur raconter les combats de nos héros à nous. À travers cette lutte, Dieu a semé des graines pour que les jeunes générations n'oublient pas nos valeurs. Et c'est la responsabilité morale de nous tous ici présents de s'assurer que ces graines deviennent un jour un arbre. Voilà, je termine sur la partie religion comme une ressource essentielle du mouvement. Donc, tu peux revenir à la diapositive sur la religion comme ressource. J'en viens maintenant et je termine par les figures héroïques, la mémoire collective, l'histoire sikh, qui ont représenté donc une source constante d'inspiration pour les manifestants. Et donc, pour ce qui est de la mémoire collective chez les Sikhs se représentent volontiers l'histoire de leur communauté comme une grande ladaï, donc comme une longue lutte pour la survie, une longue lutte pour la préservation de leur identité séparée, une longue lutte contre l'oppression, contre l'injustice. Et donc, la mémoire collective chez les Sikhs est fortement marquée par des événements tragiques dont la mémoire a été gardée vivante et a même été institutionnalisée grâce à des textes sacrés, textes qui étaient récités quotidiennement dans les campements, mais aussi grâce à des rituels. Je vous ai parlé de l'Ardas tout à l'heure, cette mémoire, cette prière collective qui justement commémore les martyrs et les sacrifices du passé. Mémoire collective qui est aussi maintenue vivante à travers des monuments comme les Gurdwaras, notamment les Gurdwaras historiques, et aussi maintenue vivante, et ça particulièrement visible au sein des campements, par des représentations visuelles des martyrs et des héros sikhs. Et cette perception de leur histoire et de leur passé comme une lutte perpétuelle pour la survie, contre l'oppression et contre l'injustice, les amène, en tout cas au niveau de la représentation, à s'opposer à Delhi au centre. Donc, ce mouvement était perçu comme une bataille décisive dans leur long combat pour la survie. Je vais passer tout ça et je vais peut-être finir sur... Excusez-moi, j'ai beaucoup plus de choses que ce que je venais de temps pour les dire. Voilà, juste peut-être terminer sur le titre de ma présentation qui fait référence au gourou, parce que, et je voudrais terminer aussi sur le fait que les campements, au-delà de tout ce que j'ai dit, étaient aussi des espaces de performance de l'identité et de la mémoire collective des Sikhs, mais également des espaces d'expérience profondément spirituelle et même mystique. Et ça, c'était intéressant de constater que c'était aussi le cas à Tikri Border, qui est un des 2 campements où j'ai fait des entretiens, parce que Tikri est habituellement considéré comme le bastion des syndicats de gauche, et c'est à Tikri même qu'un paysan qui est affilié à un syndicat paysan marxiste me dit qu'il se sentait particulièrement paisible au sein de ce mouvement,
parce que pour lui, le premier gourou, donc Guru Nanak, était présent parmi eux, et que c'était même lui qui gérait le campement. Donc, je vais peut-être terminer là-dessus. Je n'ai pas du tout parlé de la synthèse marxisme-sikhisme, mais on peut peut-être l'aborder dans les questions, parce que sinon, j'ai l'impression que je parle trop longtemps. Donc, juste pour terminer sur cette synthèse qui a eu lieu au sein des campements, de l'aveu de la plupart des commentateurs, des gens qui ont un peu travaillé sur le Kisan Andolan, c'est grâce à cette synthèse et à l'apport organisationnel majeur des mouvements des syndicats paysans que le mouvement a pu triompher et que les lois ont été abrogées. Donc, je termine là-dessus peut-être. Pour en terminer, tu peux peut-être laisser sur justement cette... Oui, non, tu veux enlever le PowerPoint. Revenir. Non, sur la dernière, ouais, la synthèse, s'il y a des questions, mais on peut l'enlever aussi. Hein. Ou est-ce que tu crois que je prends 5 minutes pour en parler ou pas? Oui, peut-être. Ok. Oui. Bon, alors, ouais, parce que c'est quand même... Donc, très rapidement, et pour faire sens de tout ça, 2 mots sur l'histoire politique du Pendjab au XXe siècle, qui a été marquée par 2 pôles idéologiques qui sont d'habitude présentés comme, enfin, qui sont antagonistes, complètement antagonistes, à savoir d'un côté le marxisme, la gauche marxiste. Et pour retracer très rapidement la généalogie de la gauche marxiste, il faut remonter au Ghadar Party, qui était un mouvement créé par des immigrés punjabis au début du XXe siècle en Californie, qui est à la fois révolutionnaire et qui militait pour les droits des travailleurs immigrés. Il faudrait aussi rapidement parler des Naxalites, donc les Naxalites étant cette révolte paysanne armée qui est née au Bengale occidental dans les années 60, avant d'être décimée dans différents endroits de l'Inde, et notamment au Punjab. Les Naxalites ont été assez importants, ont compté au Punjab. Et en fait, les syndicats paysans qui ont lancé l'appel à la mobilisation, les leaders de ces syndicats paysans sont issus du mouvement Naxalite, Punjabi. Ils ont fait leur classe dans les années 70 et 80 et ils se revendiquent des Naxalites. Donc les Naxalites, pour vous rappeler un peu, ont été complètement réprimés au Punjab, ailleurs en Inde aussi, mais particulièrement au Punjab, par l'État et par les Pakistanis dans les années 80. Donc vous avez d'un côté, pour vous reprendre le fil de ce que je suis en train de dire, les 2 pôles idéologiques qui ont marqué la culture politique du Punjab au XXe. Vous avez la gauche marxiste d'un côté et le nationalisme sikh, qu'on peut appeler aussi fondamentalisme sikh. Et ces 2 pôles ont connu beaucoup de tensions, beaucoup de conflits ouverts, y compris au sein du mouvement, y compris au sein du Kisan Andolan. Donc, au-delà de ces dissensions très fortes qui sont liées à leur histoire conflictuelle, ce qui a permis une synthèse, c'est qu'ils étaient unis par 3 points d'accord. Donc, quels sont ces points d'accord? Voilà. Premier point d'accord, ok? Leur discours et leur pensée très anti-gouvernement central. Quel que soit le gouvernement, quel que soit le parti en place à Delhi, il y a quand même un fond anti-gouvernement central, anti-Delhi, d'accord, qui vient du passé, des conflits du passé, notamment sous les Moghols. Donc, ce sentiment anti-Delhi a façonné la mémoire collective et la psyché, non seulement des Sikhs, mais des Punjabis en général, et on le retrouve comme un ciment très fort au sein du mouvement, et qui permet de faire un pont entre ces 2 tendances idéologiques que tout oppose. Deuxièmement, leur opposition viscérale au projet nationaliste hindou et à l'Hindutva.
il veut transformer la fabrique composite, multiculturelle, multiconfessionnelle et séculariste de l'Inde pour imposer un État hindou, Hindu Rashtra. Donc, les Khalistanis et la gauche marxiste punjabi sont autant l'un que l'autre opposés à ce projet pour différentes raisons, mais aussi parce que le projet nationaliste hindou veut récupérer les Sikhs et les projeter comme une partie de la grande famille hindoue. Okay. Et troisième ciment, c'est leur opposition entre, d'un côté, les nationalistes sikhs qui étaient présents, et donc l'iconographie était très présente à Singhu, par exemple. Donc, troisième élément fédérateur entre l'idéologie khalistani, pour le dire comme ça, et la gauche marxiste, c'est bien sûr leur opposition fondamentale à la politique pro-corporate, donc pro-agroalimentaire et néolibérale du BJP. Donc, tous ces éléments de convergence et aussi la conscience qu'ils avaient en face d'eux un gouvernement qui ne reculerait devant rien, y compris une propagande relayée par les médias officiels, y compris des tentatives de répression par la violence. Donc cette conscience qui était très très forte pour les avoir interrogés chez les leaders du mouvement paysan donc, issus de la gauche, les a amenés à forger une alliance stratégique entre des gens qui fondamentalement sont des ennemis. Et quand vous dites de quelqu'un que c'est un comrade au Punjab, c'est généralement pas un compliment. Donc, tout ça a fait que le mouvement a réussi à vaincre, a perduré 1 an, et donc, comme il avait aussi une audience internationale, ça a amené le gouvernement du BJP à retirer, à abroger ces lois. Et c'est aussi toutes ces raisons-là qui font que ce mouvement est vraiment une étude de cas très intéressante. Parce que vous avez des dynamiques, comme dans tous les mouvements sociaux, mais vous avez des dynamiques internes où la religion, donc en l'occurrence le sikhisme, est amené à coexister de manière, au final, au jour le jour, pas si contradictoire ou pas si conflictuelle que ça, avec Marx. Donc Guru Nanak et Marx unis dans sa combat. Et je terminerai là-dessus. Merci de votre attention.